Bonjour à toutes et à tous. Le format du podcast en ce moment est très à la mode, on en voit sur toutes les plateformes et on a voulu essayer. Donc aujourd'hui on vous propose notre premier enregistrement. On l'a fait avec Audrey Weibel. Alors Audrey, c'est une personne toute particulière qui est vraiment tournée vers l'autre. On vous laisse la découvrir en écoutant ce premier podcast. N'hésitez pas à nous dire si cela vous a plu, s'il faut améliorer des choses ou à venir nous rencontrer pour en parler. À très bientôt. Bonjour Audrey, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Bonjour Geoffrey, avec plaisir. Alors aujourd'hui, je dirais que je suis amoureuse de la vie et de la nature. Je me décrirais comme taquine, créative et bienveillante. Aujourd'hui, j'ose agir comme ça parce que ça n'a pas toujours été le cas non plus. J'ose me déployer, incarner aujourd'hui cette envie de légèreté en volant, en riant, en imaginant, en rêvant tout simplement, sans artifice et librement. Je remercie vraiment les expériences de la vie qui m'ont offert de merveilleux enseignements pour vivre dans l'instant présent et croire que tout est juste et que tout arrive dans le bon timing, tout en restant les pieds sur terre et en accueillant le doute, les peurs, mais aussi les émotions et en ayant un lien spécial avec nos pensées et notre mental. Est-ce que tu es originaire de la vallée de Villers ? Eh bien, peut-être, peut-être pas. Bon, je réponds un grand oui. J'ai toujours vécu, ou presque, dans la merveilleuse vallée de Villers. Pendant quelques années, je l'ai quittée, j'ai fait mes études à Strasbourg et je suis revenue aux sources pour y construire mon cocon avec mon amoureux. Alors j'ai cherché sur pas mal de sites, je me suis creusé les méninges, mais j'ai pas réussi à trouver le nom de ton métier. Quand on te demande ce que tu fais aujourd'hui, tu réponds quoi ? Alors, mon mari opte pour sorcière. Moi, je préfère sorcière bien aimée. En discutant avec des amis, on m'a dit que c'était peut-être un peu too much. Alors plus sérieusement, aujourd'hui j'ai une boîte à outils qui s'élargit au fil des années, des stages et des formations. J'ai vraiment une soif de toujours apprendre d'autres choses et j'aime laisser rentrer tout ce qui est juste pour moi. Je dirais qu'accompagnatrice holistique résume assez bien ce que cette boîte ouvre comme champ des possibles. Mais c'est important de rester humble et de pouvoir collaborer aussi avec d'autres thérapeutes parce que pour moi, nous sommes tous supplémentaires, complémentaires selon ce que chacun peut imaginer derrière. Bien entendu, ce n'est pas une médecine, c'est vraiment important de le comprendre. Je ne remplace pas une consultation chez un médecin. Il est tout à fait possible d'avoir un accompagnement holistique en complément de la médecine traditionnelle, mais c'est vraiment important de comprendre qu'en aucun cas, je me substituerai à un traitement médical ou à un avis médical. Et il est totalement essentiel que chacun aille voir son médecin. Chaque chose à sa place. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis de cette activité, c'est ton activité principale ou tu as un apport à côté sur une activité plus conventionnelle et traditionnelle ? Alors, aujourd'hui, Audrey Gaillet Happiness, c'est devenu mon projet de vie et c'est ce à quoi j'aspire. C'est ce qui me fait vibrer dans le moment. J'ai quitté celui que j'appelais encore il y a quelques mois mon vrai travail. J'étais responsable d'agence dans le maintien à domicile d'enfants et d'adultes en situation de handicap. J'ai parcouru ce milieu pendant une quinzaine d'années, mi-social, mi-centre de profit, et j'ai allié mon vrai travail à mon œuvre pendant 2 ans. Comment est-ce que tu es arrivé dans cette voie ? Alors ça, c'est un vaste sujet. J'espère que vous êtes prêts. Comme je l'expliquais, je suis partie faire mes études à Strasbourg, simple continuité de mes études au lycée. Tu sais, quand tu as 16 ans, tu es face au choix multicase avec tes vœux pour ton avenir. Génial. Les études n'ont pas été le truc le plus sensationnel dans mon parcours, mais toutefois, le fameux on a opté pour des études plutôt polyvalentes, la compta, le commerce, l'administratif. Aujourd'hui, je peux dire merci parce que c'était vraiment le début de pouvoir savoir gérer une entreprise et ça va bien me servir pour le futur. Puis, on suivit des postes d'assistanat et une longue route d'une quinzaine d'années dans le maintien à domicile entre des postes de responsable de secteur, chargé de coordination, chargé de clientèle, puis responsable d'agence. J'ai quitté mon premier job en 2015. J'étais au bord de l'implosion entre une ambiance de travail lourde et pesante et ma merveilleuse aventure en procréation médicalement assistée.
Tout mon petit être a été repoussé dans ce qu'elle pouvait s'infliger, s'interdire. Et du coup, à peine 4 mois après mon changement de poste dans ma nouvelle entreprise, dans la même branche, tu sais, quand tu n'as pas compris la première leçon de vie, on te la repropose. Du coup, je perdais un des piliers de ma vie, mon papa. Et quand tu penses que ça s'arrête pas. Ça continue, un peu comme une roue sans fin. Je suis partie en vacances dans le massif du Mont Blanc et puis j'ai fait une rando. Et le lendemain, je suis partie au Montanvert en train. Et après 400 mètres de rando près de la mer des Glaces, me voilà au milieu d'un chemin sans pouvoir me relever après une belle glissade. J'ai été morphinée, élitroyée. J'ai traversé le massif du Mont Blanc en hélico. C'est plutôt époustouflant de le voir d'en haut. Mais j'ai été immobilisée et j'étais partie pour 3 opérations, 2 mois et demi d'immobilisation et 1 an de rééducation. Un peu comme si la terre se dérobait sous mes pieds. Je peux simplement dire aujourd'hui que cette année 2016 a été le début d'un merveilleux parcours initiatique avec moi-même, mais aussi la continuité de mon implosion. Parce que bien sûr, tu lâches pas, coûte que coûte, et surtout, t'es forte. Telle une Wonder Woman en acier. Tu vois un peu le genre ? Heureusement, la vie est bien faite et j'ai été guidée vers une personne qui se situe dans le Haut-Rhin, une thérapeute énergétique. Mon mari a suivi le mood et on a passé 2 années à ses côtés et on allait la voir à peu près tous les 2 mois. Ça a été mes premiers pas dans l'énergie. Ça a été une expérience merveilleuse et ça m'a accompagnée avant tout dans l'amour de soi. Parce que comment on aime les autres et on les aide si tu ne t'aimes pas toi-même et si tu ne t'aides pas toi-même avant tout. Et puis nous voilà en 2020 où mon fil d'actualité Facebook est plutôt bien fait et j'ai régulièrement une formation qui me revient, l'EFT, une formation dans l'émotionnel. Je me dis tiens, c'est plutôt intéressant. Et du coup, je passe ce premier niveau et comme je commençais à croire aux signes, je me suis dit que c'était la clé. J'ai fini par m'inscrire également au 2e niveau. Alors le premier niveau, je l'ai fait avant le confinement et le 2e niveau après le confinement. Ça a vraiment été une révélation et le 2e niveau m'a permis d'officiellement pratiquer, ce qui m'a permis d'ouvrir mon cabinet en août 2020. Donc j'ai ouvert le cabinet le 1er août 2020. Ça a été tout d'abord en complément de mon activité de responsable d'agence et ça m'a permis de tenir le cap encore à peu près 1 an et demi ou 2 dans mon job de responsable d'agence. Ça m'a également apporté de merveilleuses connaissances et ça m'a également pris beaucoup de temps et d'énergie ce job. Donc d'allier les deux, ça a vraiment pu être positif. En 2021, j'ai enchaîné avec le Reiki, l'harmonisation globale et la Silvo. Et en 2021, là, ça m'a renvoyé encore de nouvelles belles expériences à vivre dans mon job. Et cette fois, j'ai signé non pas pour revivre cette obstination, mais plutôt pour me libérer et vivre une nouvelle vie en me consacrant à Audrey Gaïa Pinès. Audrey, je te propose qu'on détaille un peu les séances que tu proposes. On commence par celle qui m'interroge le plus et que je ne connais absolument pas, le Reiki. Alors, le Reiki, c'est un accompagnement énergétique et on appose les mains ou non, parce qu'on peut faire un petit peu à distance, sur différentes zones du corps. On part de la tête jusqu'aux pieds en règle générale. C'est un soin énergétique qui est donné à la personne et on n'y met pas d'intention. C'est le corps de la personne qui enverra l'énergie là où elle en a le plus besoin au moment du soin. Okay. Donc c'est vraiment la personne qui est maître en fait de ce qu'elle a besoin. C'est aussi possible de faire des soins Reiki en présentiel, mais aussi à distance, en cas d'urgence par exemple. On peut également utiliser le Reiki lors de soins collectifs, pour tout un groupe par exemple, ou en présentiel ou à distance. D'ailleurs, je fais un soin collectif à distance toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes qui s'appelle le Reiki Moon. On envoie avec une affirmation positive, une affirmation positive comme je me sens bien, enfin c'est un petit exemple. Et cette affirmation positive est en lien avec les énergies de la lune, les énergies du zodiaque et du coup le Reiki. Le Reiki apporte de l'harmonie et du bien-être au quotidien. C'est une énergie universelle de vie qui est guidée. C'est la méthode secrète pour inviter le bonheur.
Il accompagne également pour le relâchement émotionnel, le lâcher-prise, il diminue les émotions, il favorise l'estime de soi et il peut également éveiller et stimuler l'intuition. Il va également rééquilibrer les énergies du corps, du mental et du cœur. Et ça se fait vraiment au rythme de chacun. Donc quelqu'un qui a besoin de plus de temps, ça prendra plus de temps. Il accompagne aussi la libération des peurs, des blocages ou alors des schémas répétitifs ou des croyances qui nous freinent dans notre épanouissement. C'est vraiment un soutien pour s'ancrer, ça va peut-être te parler, et se centrer dans l'instant présent, donc le moment présent, pour vivre ce qu'on a à vivre aujourd'hui, maintenant, à la minute qui se passe. Il calme, apaise, mais réduit également le stress. Le Reiki va vraiment aider à accroître la relaxation et va pouvoir stimuler la concentration. Il va également renforcer le système immunitaire, stimuler le pouvoir de guérison et d'auto-guérison. Donc on peut s'auto-guérir aussi avec le Reiki. Il va pouvoir apaiser l'inconfort physique, les douleurs ou les maux qu'on peut avoir dans notre corps. Et il peut également être utilisé pour harmoniser les chakras et augmenter notre taux vibratoire. J'accompagne régulièrement le soin Reiki d'un soin au tambour avant de démarrer la séance, parce que du coup le tambour permettra la plupart du temps à aider la personne à s'ancrer, mais également à se décharger des poids qu'elle peut avoir sur son corps. Donc le Reiki, c'est acquis. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de la communication animale? Qu'est-ce que c'est que cette pratique? Est-ce qu'il faut venir avec son animal? Est-ce que tu pratiques sur les animaux? On aimerait bien en savoir un peu plus. Ok, alors je vais déjà commencer par t'expliquer ce que c'est, et puis après je t'expliquerai comment on fonctionne. Ou alors je peux commencer aussi par comment ça fonctionne. On peut venir avec son animal, mais on peut également faire la communication animale à distance, puisque c'est un peu comme ce qu'on pourrait appeler de la télépathie. Chaque humain peut rencontrer un ou plusieurs animaux dans sa vie. Il y a longtemps, l'animal était sauvage, mais l'humain a décidé de le domestiquer pour l'avoir auprès de lui dans son foyer, ou alors aussi même dans des écuries pour les chevaux avec les cavaliers, voilà, en fonction des aspirations de chacun. Cet animal arrive dans notre foyer pour nous guider pendant une partie de notre vie. C'est lui qui décide d'y venir et c'est lui qui choisit, qui nous choisit en fait, pour nous aider à avancer dans notre parcours de vie. Un animal a un seul gardien. Il peut bien entendu vivre avec l'ensemble d'une famille, ça pose pas de problème. Mais par contre, il est vraiment là pour une seule personne et il s'adaptera du coup à l'environnement du gardien. L'animal qui nous accompagne, c'est vraiment le miroir de nos émotions et il va nous aider à pouvoir avancer en fait sur des blocages qu'on peut avoir. Et il nous enseigne souvent des choses que nous avons besoin d'explorer au fond de notre cœur, en fait. Parce que si toi, tu as besoin de calme, ton cheval va peut-être t'enseigner le calme. Puis tu peux avoir un chien qui va être un fan addict de l'aboiement. Et puis toi, en fait, tu as besoin de calme. Comment tu peux accueillir le bruit dans ta vie, en fait. Voilà pour quelques exemples. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'animal, il est binaire. Il n'est pas comme l'humain à penser à toi. Pour lui, c'est blanc ou c'est noir. Il ne sera pas mitigé. Par contre, sa vérité du moment pourra être différente tout au long de son parcours. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça peut être blanc, mais peut-être que demain, il y aura un événement et ça deviendra noir. Mais sur le moment, il ne va pas penser et changer d'avis. La communication animale, ça va vraiment permettre de pouvoir avoir un message de son animal. Ce message, c'est un accompagnement dans chaque passage de notre vie commune avec eux. On peut l'accueillir en fait comme un soutien ou comme un enseignement. C'est également possible de pouvoir communiquer avec lui sur ses comportements, sur des souffrances qu'on pense qu'il a, ou encore des situations qu'il vit, par exemple un déménagement, un changement d'endroit, ou une situation de vie du gardien, une séparation ou autre. Et donc du coup, ça permettra d'accompagner également la relation que le gardien entretient avec son animal. C'est également possible d'obtenir des réponses plus basiques sur ses besoins du quotidien, mais ce n'est pas forcément ce que je vais avoir comme spécialité. Puisque du coup, l'objectif, c'est que quand l'animal te donne des messages, souvent ça permet aussi à la personne de se déployer et puis de pouvoir aller œuvrer ce qui se passe en elle du coup. C'est important aussi de comprendre que les paroles de nos animaux
peuvent être dures à entendre, mais toutefois, elles sont toujours vraiment remplies d'amour et de bienveillance. Bon, on continue avec l'EFT. Alors si je me trompe pas, l'EFT ça veut dire Emotional Freedom Techniques. Oui, alors c'est bien ça, tu as donné la bonne définition officielle et du coup, cette technique, elle a été créée par un ingénieur qui s'appelle Gary Craig. Il a voulu faire une technique simple et efficace, tel un ingénieur. Du coup, on peut décrire que l'EFT, c'est tout simplement comme une sorte d'acupression psychologique qu'on utilise pour traiter des problèmes émotionnels comme des traumatismes, un stress, une phobie ou encore des émotions. Et on peut également soulager des symptômes physiques, des douleurs diverses, des maux de tête. Avec l'EFT, on va vraiment agir d'une manière simultanée sur l'énergie du corps et sur les émotions. C'est-à-dire que pour ça, on va se focaliser sur l'émotion ou la douleur et on va stimuler des points d'acupuncture bien précis en tapotant dessus avec les doigts. Donc c'est la personne qui se tapote elle-même et moi je l'accompagne pour lui montrer les gestes. Donc c'est de l'acupuncture mais il y a pas d'aiguille en fait. Non, il n'y a pas d'aiguille. C'est juste tes doigts qui tapotent. Alors ça va être le sommet du crâne, au-dessus des yeux. Enfin voilà, il y en a plusieurs, mais on est vraiment sur le haut du corps. Ok. Voilà, et par tapotement, donc on tapote 5-6 fois, et en même temps on répète des mots qui sont liés du coup à l'émotion. Je vais t'expliquer ça un peu plus en profondeur. D'abord, je voulais quand même rappeler que l'affirmation sur laquelle est basé l'EFT, c'est que la cause de toute émotion négative, c'est une perturbation du système énergétique corporel. C'est-à-dire que s'il y a une perturbation dans ton système énergétique, bah souvent ça vient d'une émotion négative. Alors, pour imaginer l'EFT, je te donne un exemple qui est donné dans le manuel EFT. C'est comme si on ouvre une télévision, on y met un tournevis parmi les fils et ça provoque une sorte de court-circuit. C'est comme si l'image de la télé se brouille. De manière un peu plus précise, ça me fait écho à nos discussions du coup. Je vais te faire le rapprochement avec une situation plus concrète. Imagine un enfant qui est surpris par un gros chien. Il a l'air vraiment féroce. Il en résulte une peur, mais vraiment énorme, parce que du coup, ce chien féroce, il est derrière le grillage, il saute sur le grillage, il aboie, il grogne. Le petit enfant derrière, il est terrorisé. Ça en résulte une réaction semblable à un court-circuit. Parce que du coup, au moment où le chien te saute dessus, l'enfant, il a un court-circuit dans son circuit énergétique. Du coup, le circuit a été perturbé. Si l'intensité de la réaction de l'enfant a été suffisamment forte, cela peut même en résulter vers une phobie du chien. Partons 40 ans plus tard, la personne a toujours la phobie des chiens. Et elle voit un chien derrière une vitre, mais une vitre blindée. Elle aura toujours la même réaction, malgré ce que lui dicte sa logique, puisque on a une vitre blindée, logiquement, le chien ne traverse pas. Mais son cerveau sait que le chien ne pourra jamais l'atteindre. Pourtant, ses émotions, elles, ne le savent pas. C'est comme si elles sont court-circuitées et que la personne a le cœur qui bat et les mains qui transpirent. Ça te parle ? Ça me parle. Alors, la vue du chien, elle provoque une perturbation dans le système énergétique. Et pour traiter cette phobie avec l'EFT, on va tapoter sur des points d'acupuncture bien précis, tout en se concentrant sur le problème à traiter. Cela a pour effet de rééquilibrer le système énergétique de la personne, et si tous les aspects de la phobie sont traités, elle disparaît. Pour te donner Alors, c'est important de rappeler quand même que le traumatisme, et donc du coup la mémoire du traumatisme, demeure, mais la charge émotionnelle, qui engendre du coup la peur, elle disparaît. D'accord ? Je vais te donner 2 exemples pour lesquels j'ai déjà pu utiliser l'EFT qui sont vraiment intéressants. On a traité une phobie de l'araignée pour une personne qui était pétrifiée dès qu'elle voyait une araignée. Mais pétrifiée, elle ne bougeait plus et c'était impossible pour elle d'agir. Elle pouvait en avoir peur à n'importe quel endroit, même en extérieur. On a travaillé sur les scènes précoces qui lui ont fait arriver, qui ont fait que cette phobie arrive. On a
travaillé sur tous les aspects de sa phobie. En une séance, on est arrivé au résultat que que l'araignée pouvait passer à ses pieds, en fait. Donc, il y a eu plusieurs étapes dans la séance, qui a duré à peu près 1 heure et quart, 1 heure et demie. Mais en tout cas, la phobie avait totalement disparu. Elle pouvait avoir cette araignée qui passait. Ça peut être vraiment intéressant pour les phobies parce que une araignée peut t'empêcher de travailler, clairement. Donc, dans ton travail, tu peux avoir besoin de te libérer de certaines phobies. Je te prends un autre exemple. J'ai accompagné quelqu'un pour l'arrêt de la cigarette. Donc, il y a une addiction. La personne fumait jusqu'à 40 cigarettes par jour. Donc, elle commençait le matin, 5 à 6 cigarettes au petit déjeuner. Et puis, ça continuait comme ça sur toute la journée jusqu'avant le coucher. On a fait une séance en EFT pour cette addiction. On est passé en une semaine, puisque du coup je l'ai accompagné après par échange téléphonique, par message, avec des petits conseils en complément de la séance. On est arrivé de 40 cigarettes à 0 cigarette en une semaine. On a maintenu à ce jour la cigarette électronique parce qu'elle en avait besoin, mais aujourd'hui il n'y a plus de nicotine en tout cas dans la cigarette électronique, et donc en une séance on est passé de 40 à 0. Okay. Comment t'expliques ça? C'est du travail sur l'intellect ou c'est vraiment du ressenti et de l'émotion? Alors pour moi, il y a des mémoires dans le corps qui nous... Alors en EFT, en tout cas, c'est comme ça que je le décrirais. Il y a une mémoire dans le corps, il y a eu ce court-circuit. Et donc du coup, quand on part en EFT, on va partir sur une émotion, sur des mots, sur une intensité de l'émotion et éventuellement sur des sensations physiques. Mais on va partir d'une scène spécifique. C'est-à-dire que par exemple, pour la personne qui avait la phobie de l'araignée, on est reparti sur le plus ancien de ses souvenirs, donc le moment où elle se souvenait qu'elle a eu peur de cette araignée. Et on a décrit l'ensemble de cette scène, et en décrivant l'ensemble de cette scène, on a mis une émotion. On traite vraiment 5 émotions en EFT, c'est des émotions négatives. C'est un peu comme si on va chercher ce qui n'est pas cool pour le transformer en cool. On va traiter la peur, la colère, la honte, la culpabilité et la tristesse. Et donc, du coup, on va mettre une intensité à cette émotion, d'accord ? En mettant une intensité, on va également rajouter des mots. Et donc, du coup, on va pouvoir faire une phrase d'accueil. La personne, elle va prendre en conscience qu'elle accueille qu'elle a un problème. Et je pense que ça, c'est la clé. Accueillir qu'on a un problème nous permet aussi de se dire, bon, bah, ok, j'ai un problème, maintenant, je peux passer à autre chose. Et donc, en tapotant sur ces points d'acupuncture, qui ont des... Alors, je ne les connais pas par cœur, mais chaque point d'acupuncture va avoir des notions au niveau de l'émotion, au niveau des sensations physiques et autres. Et donc, du coup, en tapotant et en faisant ces rondes, on réévalue et on prend un temps avec la personne pour qu'elle puisse accueillir et se libérer. Et maintenant, on passe à l'harmonisation globale, Audrey. Oui, alors l'harmonisation globale a été créée par le docteur Quillet qui se situe dans les Vosges. Initialement, elle l'avait beaucoup utilisée pour les allergies. Du coup, l'harmo, c'est vraiment une pratique hyper simple qui permet de restaurer l'harmonie en soi et avec son environnement. Alors, tout comme on a parlé en EFT des troubles, c'est un peu pareil pour l'harmo. On peut souffrir de différents troubles, des douleurs, des troubles digestifs, des angoisses, des allergies, des tendances à des infections. Et du coup, l'harmonisation globale va pouvoir, avec un test de réponse musculaire, cerner rapidement l'origine du problème et permettre au client de se traiter en quelques séances. Tu dois te demander ce qu'est le test de réponse musculaire. Oui, je me posais la question. Alors, c'est tout simple. C'est une réponse du corps physique. Alors, je vais essayer de faire ça simple parce que je ne peux pas te le montrer sur un podcast. Mais en fait, du coup, c'est le corps physique qui est notre meilleur allié pour nous permettre d'avoir des réponses qui sont juste au moment présent. On va pouvoir tester ce test de réponse musculaire de plusieurs manières. L'idée générale, c'est que la personne va dire une phrase et on va tester à l'aide du test musculaire si cette phrase cause un stress au corps ou non. Par exemple, on pourrait mettre le bras en l'air ou les doigts en pince. La personne va dire « je m'appelle Chaise » et moi je vais du coup soit mettre une pression sur le bras ou tirer le doigt en pince. Et en mettant cette pression sur le bras ou en tirant les doigts en pince, soit le bras tombe, soit les doigts lâchent. C'est pas une réponse oui ou non, c'est simplement stress ou pas stress. Si les doigts lâchent, c'est qu'il y a un stress. Si les doigts tiennent, c'est qu'il n'y a pas de stress.
Et s'il y a un stress, c'est là qu'on va pouvoir aller explorer les origines du stress qui est causé par cette problématique. Là, bien sûr, quand on utilise l'élément « je m'appelle chaise », bien entendu que ça cause un stress au corps puisqu'on ne s'appelle pas chaise. Mais par exemple, on va pouvoir dire je me sens mal au travail ». Je me sens mal au travail, si ça lâche, on va pouvoir aller explorer les origines de ce stress qui est causé au corps. La technique, elle est vraiment complète parce qu'elle permet d'aller rechercher les origines qui peuvent être tout d'abord physiques. Donc ça va être lié au système du corps, à l'environnement ou encore à un traumatisme que la personne a vécu comme pendant la grossesse, un choc, une chute, voilà. On peut aussi avoir des origines émotionnelles, donc comme la peur, la colère, la tristesse, la honte, mais même la joie, parce que la joie peut causer un stress. Et on peut également avoir des liens avec les sentiments, injustice, trahison, culpabilité, enfin voilà, il y en a plein d'autres. Et enfin, la dernière origine qu'on pourra trouver, c'est les origines spirituelles. On va pouvoir aller explorer les constellations, ce qui s'est passé avec nos ancêtres, ce qui se passe avec notre âme, et on peut aussi explorer la constitution énergétique, les chakras, les méridiens. Et bien sûr, dans les origines spirituelles, le champ des possibles est ouvert et il y a bien d'autres origines. Je me suis aussi récemment spécialisée au réflexe archaïque. Donc ça a été vraiment magique. Et donc du coup, un protocole a été créé pour les réflexes archaïques à utiliser avec l'harmonisation globale. Alors, les réflexes archaïques, qu'est-ce que c'est, tu vas me demander. Alors, les réflexes archaïques peuvent aussi être appelés réflexes primitifs. C'est des réactions automatiques présentes dès la naissance pour la plupart. Par exemple, quand on sort du ventre de sa maman ou quand on pousse avec ses jambes dans le ventre de la maman. Et puis après, tout ce qui va être réflexe de marche à quatre pattes, de se lever, de s'asseoir. Voilà. Tout ça, ça va être les réflexes archaïques. Et donc, du coup, ces réflexes sont reliés aux sphères physiques, émotionnelles et cognitives. C'est les mouvements qu'on appelle primordiaux. Quand ils sont bien intégrés, cela permet de faire les bons choix, d'avoir une meilleure vision, une meilleure audition, un accès au langage. Et on est plus disponible au monde et on ressent une sécurité affective, une stabilité émotionnelle et une meilleure gestion du stress. Parce que quand tu arrives à te lever et qu'on te félicite, c'est vachement plus cool qu'on te dise « t'arrives pas à marcher ?» C'est quoi ce délire? On est bien d'accord. Lorsque un ou plusieurs réflexes n'est pas intégré, cela peut générer en fait une surcharge et donc du coup ça réduit la disponibilité de la personne au stimulus de la vie. Bien sûr, l'humain est vraiment bien fait et il va mettre en place des compensations souvent physiques qui peuvent entraîner des comportements émotionnels et ces comportements émotionnels vont camoufler en fait les réflexes qui sont pas intégrés. C'est un peu le contrôle de notre vie en fait, si tu veux. On pourrait retrouver une bonne trentaine de réflexes archaïques et je vais t'en donner un exemple. On a le réflexe tonique asymétrique du cou. Quand il n'est pas intégré, on va pouvoir confondre la droite de la gauche, on va pouvoir avoir des maladresses, on va pouvoir avoir une écriture qui monte ou encore des difficultés à l'écriture, même des difficultés de positionnement. Tu imagines les enfants à l'école où on dit votre enfant n'est pas bien positionné. Ça peut être un réflexe qui est pas intégré. Quand le réflexe est intégré, ça permet l'harmonie de la ligne médiane du corps, des rotations du corps, de l'exploration de la gauche à droite. En tout cas, là, quand je te parle du réflexe tonique asymétrique. Et encore, l'harmonie de la vision et de l'écoute. C'est un peu le concept penser-faire. Maintenant, si tu es d'accord, je vais te raconter une petite histoire. Je vais proposer de partir à la découverte d'un autre réflexe et peut-être que ça va parler à certaines personnes. C'est le réflexe de Galant. Alors, je m'appelle Galant. Je ne tiens pas en place sur ma chaise. Je bouge sans cesse. Surtout si on me demande de tenir droit sur ma chaise. Dès que je touche le dos de la chaise, je me tortille. J'embête mes voisins par mes mouvements incessants. En rang, je ne supporte pas qu'on me touche le dos et je me tords tout autant debout. J'ai besoin de voir ce qui se passe derrière moi, puisque j'appréhende toujours que quelqu'un ou quelque chose vienne me chatouiller le dos. Du coup, je me retourne souvent. La maîtresse, elle a dit que j'ai des troubles du comportement. Maman, elle pense même que je suis hyperactif. J'ai aussi beaucoup de mal à terminer mon travail. La maîtresse, elle me punit souvent de récréation, parce que je dois finir mes exercices.
Elle dit que si je passais moins de temps à me retourner, eh ben, je serais plus efficace. Elle m'a mis au premier rang pour que je sois sous son nez et qu'elle puisse me surveiller. Mais je déteste cette place parce que je ne sais jamais ce qui se passe derrière mon dos. Je suis souvent fatiguée et je trouve difficile de me concentrer. Alors je bâille souvent. La maîtresse, elle dit que je suis fainéant ou bien que je dois me coucher plus tôt. Pourtant, moi je dors beaucoup, mais je me fatigue vite quand je fais des efforts. Et comme j'en fais tout le temps, je vais à l'étude pour apprendre mes leçons. Je n'ai jamais le temps d'aller jouer dehors parce que je n'ai jamais fini mes devoirs quand papa vient me chercher à l'école. On recommence souvent à la maison à réciter des leçons parce que j'ai beaucoup de mal à les retenir. Pourtant, je fais de mon mieux. J'ai souvent mal au dos. En ce moment, je suis même dispensée de sport parce que j'ai un début de scoliose. Un autre truc qui agace la maîtresse, c'est que je demande à aller aux toilettes tout le temps. En fait, c'est vraiment que j'ai envie d'y aller, mais elle ne me croit pas. Et elle me dit que je n'avais qu'à y aller pendant la récréation. Et puis là, on va partir en classe de mer. Je suis terrorisée parce que je fais encore parfois pipi au lit. Imagine la honte si ça m'arrive en classe de mer. Maman, elle m'a acheté des nouveaux vêtements pour l'occasion, mais je déteste mettre de nouveaux habits. Mais le pire, c'est qu'il va falloir mettre une combinaison de plongée. Et moi, je déteste les vêtements qui me serrent. Alors du coup, pourquoi je t'ai raconté cette histoire et pourquoi je t'ai donné un exemple de réflexe ? Tout simplement parce que adultes, enfants et même les animaux peuvent ne pas avoir de réflexe archaïque intégré. Et le fait de ne pas avoir un réflexe archaïque intégré peut entraîner des difficultés au quotidien et on va vouloir mettre des étiquettes sur ces situations-là. Pour le coup, j'utilise un protocole qui a été créé par une posturologue, qui a été également podologue, qui a été également kinésiologue et qui s'est formé à l'harmonisation globale et qui a créé ce protocole pour nous et qui nous l'a enseigné. Le protocole part vraiment d'un concept essentiel, c'est est-ce que je me respecte ? Est-ce que j'ai ma place sur Terre ? Est-ce que j'ai envie d'avancer ? Et est-ce que je suis ancrée ? Et est-ce que j'ai des peurs ? Donc on part vraiment sur le champ des possibles. On va pouvoir accompagner des adultes, des enfants qui vont avoir des problèmes de dyslexie, d'hyperactivité, d'hypoactivité, des troubles du comportement, des troubles de l'attention. On va pouvoir aussi simplement aider des personnes qui ont besoin d'avancer dans la vie, qui n'ont pas confiance en eux. Peu importe en fait. Ce protocole est vraiment ouvert à toute personne qui a simplement un objectif de vie. Et on va donc commencer par lister tous les symptômes que la personne a et on va ensuite partir sur un protocole qui entraîne un objectif. Et de cet objectif, on va retrouver le réflexe archaïque principal qui bug et on va l'harmoniser. Bien entendu, je ne suis pas magicienne et je ne suis pas seule à rentrer en scène. L'harmonisation globale va vraiment permettre d'ouvrir les vannes dans le corps et d'avancer sur une problématique. Mais il est essentiel de continuer des séances d'ostéopathie, des séances de kinésiologie, des séances d'orthophoniste, des séances de tout ce qui peut entourer l'enfant, parce qu'on travaille vraiment de manière pluridisciplinaire. On ouvre le flux et les thérapeutes qui nous entourent continuent à œuvrer pour que l'enfant ou l'adulte puisse avancer. On va pouvoir continuer un accompagnement avec un psychologue également. Mais c'est simplement qu'à un moment donné, si tu as été chez l'orthophoniste pendant 4 ans et que ça n'avance pas, pourquoi pas tenter une autre solution et te dire, ok, si j'ouvre les vannes, qu'est-ce qui se passe ? Audrey, maintenant on va passer à la sylvothérapie. Donc c'est moi ce qui pour le moment m'intéresse le plus et ce qui est propice à notre région parce qu'on a des forêts partout. Est-ce que tu peux me dire si ça colle à la vallée de Villers ou pas ? Bien entendu que ça colle à la vallée de Villers, on est rempli de forêts, on est rempli de beaux lieux. Et puis là, on est au Saint-Gilles. Quoi de mieux pour se dire qu'on n'est pas dans un lieu énergétique, entouré de ces magnifiques arbres. Alors du coup, moi, j'ai décidé de me lancer dans la sylvo là, il n'y a pas très très longtemps. Et c'était avant tout pour moi. Pour pouvoir aller comprendre un petit peu ces ressentis qu'on pouvait avoir.
J'ai suivi un parcours avec Laetitia Redel qui est dans le nord de l'Alsace et c'est une des nouveautés de ma boîte à outils. Elle est toute récente et elle est en finalisation. Laetitia, elle dirait que la sylvo, c'est une pratique permettant de recréer un lien émotionnel fort avec la nature et ainsi de replacer l'humain à une juste place au sein de l'écosystème de la Terre. La sylvothérapie, elle favorise alors un retour à une harmonie dans la vie de l'homme et de la nature, état favorisant la bonne santé de tous. Mais comme on en a un petit peu discuté entre un verre de café, un bol de café, tu as bien compris que nous avions tous ça en nous et que quand toi-même tu allais te balader en forêt, tu ressentais bien qu'il se passait des choses. En pratique, comment je vais mettre ça en place ? J'organiserai tout au long de l'été des bains de forêt pour des groupes et cette pratique pourra également se faire en individuel. On ira à la rencontre de nos 5 sens en forêt, on rentrera dans des moments de relaxation en forêt et on ira explorer nos ressentis avec le monde de la forêt. On pourra également explorer leurs signes, c'est la marche pieds nus, et c'est ouvert à tous les amoureux de la nature ou ceux qui souhaitent la découvrir autrement. C'est pas une sortie botanique, c'est un moment de calme, de sérénité, baigné dans les énergies de la forêt, de la terre, des arbres, des végétaux et aussi des animaux qui s'y trouvent. Lors des sorties de sylvothérapie, on aura également l'occasion d'être accompagné par les vibrations du tambour. Donc le tambour, on l'a entendu en intro, on le entendra d'un petit coup tout à l'heure. Tu proposes toutes tes activités en séance individuelle ou en groupe. Comment ça se passe en groupe parle-nous de tout ça. Ok, c'est parti. Alors, j'accueille en individuel et en groupe. C'est évident qu'aujourd'hui, je ne m'enfermerai plus dans un format étriqué. Ma spécialité, elle tourne autour de l'ancrage et j'amène les personnes à investir leur corps. J'aspire vraiment à sublimer l'essence que chacun a en soi et je m'entourerai aussi de partenaires pour cela. J'ouvrirai vraiment le maximum de voies pour mes accompagnements. Je propose plusieurs formules en individuel. Une séance simple où on explore un besoin avec une technique qui durera à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Je propose aussi des séances plus longues où on va pouvoir combiner 2 techniques. Ça durera 2 à 3 heures. Donc là, globalement, c'est souvent soit de l'EFT, soit de l'harmonisation globale et un soin Reiki ensuite. Et enfin, je vais proposer des séances ateliers en individuel d'une demi-journée, voire d'une journée, où là, on peut ouvrir le champ des possibles, puisque du coup, on va pouvoir autant faire de l'EFT, de l'harmonisation globale du Reiki, et même de la sylvothérapie. En individuel, c'est vraiment envisageable de créer une séance de manière totalement intuitive en fonction du besoin de la personne. Nous pouvons rester au cabinet ou encore sortir en forêt. En groupe, je propose des week-ends privatifs pour des groupes déjà constitués en formule sur mesure, allant d'une activité à plusieurs jours de programme. C'est idéal pour des retrouvailles entre amis, un enterrement de vie de jeune fille ou encore un moment en famille. Mais je propose également des séjours où je m'occupe de tout et il suffit de s'y inscrire. Le dernier événement de groupe s'est déroulé dans une yourte sur les hauteurs de la vallée de Villers en plein mois de décembre, le premier week-end de neige. Ça a été vraiment challengeant pour tout le monde, mais aussi motivant et ça a permis de merveilleuses rencontres. Je vous dévoile 2 informations en avant-première. La première, c'est que le planning des activités sortira début mai et sera disponible à l'Office du tourisme, que je remercie pour son accueil et son dynamisme. La seconde, c'est 3 évasions dans des lieux magiques. Fin juin, je vous accueillerai dans une ferme rénovée dans les hauteurs de l'Allée, pour un moment de reliance avec la nature, avec des activités sylvothérapie, mais aussi du Reiki et des massages avec une de mes partenaires. Et on aura également une séance cueillette avec la personne qui est dans ce lieu. En juillet, on aura une nuit spéciale à la pleine lune, toujours sur les hauteurs de l'Allée, avec une découverte de la marche de nuit et un soin collectif relié aux énergies du Reiki, de la lune et du zodiaque. Enfin, je me déporterai exceptionnellement en septembre dans un lieu en pleine nature, dans le confort de magnifiques cabanes au bas du Tenchel. Le programme n'est pas encore tout à fait complet et pourra évoluer. Nous resterons tout de même sur un moment de reliance à la nature avec des activités de sylvothérapie, mais aussi du Reiki et des massages, toujours avec ma partenaire. Sachant que mon envie, c'est vraiment de rester dans la vallée de Villers et de pouvoir trouver des lieux dans la vallée de Villers pour faire ces week-ends. Rapidement, je vais également très probablement prévoir le retour d'un week-end en yourte avant la fin de l'année. Toujours à Brighton Bar.
Toujours à Brighton Bar, voilà, avec Raphaël, avec qui on est en lien. C'est un lieu qui est vraiment magique et du coup, voilà, je rêve d'y retourner. Enfin, d'ici cet été, je proposerai des moments plus individuels avec l'entrée de la peinture sur corps. Je vais suivre une transmission de poésie corporelle en juin qui s'intégrera très probablement dans les soins individuels et dans les week-ends. Là, je t'invite à rester connecté sur ma page Facebook et tu pourras suivre les nouveautés. On vous mettra en lien le nom de la page Facebook et le site internet d'Audrey. Audrey, une autre question que je me pose, c'est en fait qui sont tes clients? Est-ce que les personnes qui viennent te voir, c'est des personnes en difficulté, des personnes qui en fait sont face à un problème, ou alors l'inverse complètement, des personnes qui vont bien et qui vont chercher à aller encore un peu mieux? Alors, du coup, la porte est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent se déployer. Ces personnes, elles peuvent avoir vécu des traumas lourds, des agressions, des burn-out ou encore des chocs émotionnels et avoir besoin simplement d'un coup de main, qu'on leur tende la main pour sortir la tête de l'eau. J'accueille aussi des personnes qui ont déjà énormément avancé sur leur parcours de vie et qui souhaitent simplement gravir d'autres marches parce qu'on peut toujours aller plus loin. Par contre, il est vraiment important de comprendre que je ne suis pas magicienne. Je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs. et, et que ce n'est pas moi qui vais résoudre le problème. J'aime aider la personne à se déployer pour voler de ses propres ailes et trouver les réponses qui sont en elle. Je dirais que j'ouvre simplement des portes avec des clés pour que le flux puisse circuler à nouveau dans le corps, l'esprit et l'âme. Quand on t'écoute, en fait, on a l'impression que c'est une prise de connaissance de soi. C'est vraiment apprendre à se connaître et apprendre à vivre avec soi-même. Est-ce que c'est ça? C'est effectivement ça. C'est essentiel pour moi d'apprendre à se connaître, d'accueillir ses émotions, ses sentiments. Il est juste de penser, d'avoir des émotions ou même de porter des fois des jugements ou encore de faire des suppositions. Par contre, c'est vraiment important de garder à l'esprit que nous faisons chaque jour de notre mieux, avec les enseignements qu'on a acquis jusqu'à présent. Et qu'il est également possible qu'on puisse sortir de ces situations qui nous freinent dans notre vie. En allant vers un accompagnement holistique, cela peut permettre simplement de s'autoriser à les accueillir et sortir de nos blocages, de nos schémas répétitifs ou encore des croyances qui nous empoisonnent. Audrey, on l'a bien compris, tu apportes du bien aux gens, mais toi, qu'est-ce que ça t'apporte, ce travail? Est-ce que ça t'apporte également du plaisir? Alors, je prends effectivement énormément de plaisir avec cette nouvelle activité, qui en réalité n'est plus à proprement dit un travail. Aujourd'hui, je suis plus au service de quelqu'un ou d'une entreprise. Aujourd'hui, je suis libre en fait de mes propres choix. Et c'est aussi grâce à tout ce que mes formations, mes expériences m'ont enseigné. Aujourd'hui, mon activité me permet d'être en paix et aussi de continuer à accueillir les nouvelles expériences qui s'offrent à moi et de m'auto-guérir. Bah, toutes ces techniques, ça demande forcément des connaissances, puis une méthodologie qu'on comprend tout de suite quand tu nous expliques tout ça. Comment tu t'es formé? Alors oui, j'ai pas appris ça toute seule. Pour moi, c'est aussi essentiel de dire que c'était important en fait d'avoir des enseignements pour justement accompagner de manière qualitative les personnes qui allaient arriver auprès de moi. Du coup, j'ai suivi des formations auprès d'enseignants ainsi que des initiations par des maîtres pour le Reiki. J'ai obtenu des certificats du coup pour les 3 premiers niveaux de Reiki, donc je suis maître praticienne en Reiki. Peut-être qu'un jour j'enseignerai le Reiki, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et j'ai également passé une certification pour l'harmonisation globale où j'ai préparé un mémoire qui a été validé lors de la certification auprès de plusieurs enseignants et du docteur qui est. Donc j'ai passé une certification en fait, avec un oral. Et j'ai présenté un mémoire écrit. Et du coup, j'ai participé aux 2 modules pour le FT et je suis en train de préparer le 3e module où il y aura également un mémoire. Et du coup, pour le parcours de Silvo, j'ai passé un stage en présentiel et j'ai eu une grosse partie en e-learning qui m'a été donc du coup transmis par Laetitia, qui est elle, docteur en biologie. Audrey, on va changer un peu de sujet. Qu'est-ce qui te plaît ici dans la vallée de Villers? Alors dans la vallée, j'aime le calme, la nature qui s'offre à nous et j'aime aussi le dynamisme du local. J'y ai toujours vécu, ou presque, et j'aime l'énergie de la vallée. Pour moi, c'est une vallée qui est remplie de magie et de mystère. Ton endroit préféré dans la vallée, c'est où et pourquoi? Alors, un endroit préféré spécifique, ça, j'arrive pas à me décider. Par contre, j'aime bien sûr l'endroit où on se trouve, le Saint-Gilles, Issy-sur-Pombe, Saint-Pierre-Bois-Étanvillers. C'est juste un lieu magique, une vue dégagée et le lieu est vraiment apaisant.
J'aime aussi la forêt magique, comme je l'appelle, celle qui nous mène à l'Einermühl, au Falkenstein, au Bernstein, et tout ça depuis mon jardin. C'est vraiment juste waouh! Et puis j'aime beaucoup l'Ungersberg avec sa vue époustouflante. J'aime aussi les bords du Gießen. Alors j'avoue quand même que c'est plutôt Maya, mon acolyte chien, qui adore s'y baigner. Et puis j'ai découvert aussi les alentours du Bilstein, qui est un très bel endroit. Je clôturerai en disant que tout est beau et que je suis loin d'avoir tout exploré. Il y a plein de coins cachés dans notre vallée. Hormis ton métier, est-ce que tu as d'autres passions? Oui, alors j'ai plusieurs passions. J'aime randonner, nager, faire du paddle, même en hiver. J'aime aussi lire, autant des romans que des livres qui m'enseignent de nouvelles choses pour accompagner, comprendre. J'aime la bière. Avec un brasseur à la maison, c'est essentiel. Petite dédicace à l'abreuvoir. J'aime mettre ma cuisine en désordre pour inventer des nouveaux plats. J'aime faire des blagues. Et comme tu l'auras remarqué, j'ai une merveilleuse facilité à être synthétique ou pas. Et tu l'auras compris, j'aime papoter et raconter mes histoires, mais j'ai bien l'impression que toi aussi. On est au Saint-Gilles, ça va bientôt faire 1 heure et j'ai très froid. Et oui, j'ai compris que tu aimais beaucoup discuter, mais c'est très intéressant. Est-ce que tu pourrais dire aux gens quelque chose qui leur donnerait envie de venir te rencontrer et de faire une séance avec toi, de découvrir toutes ces techniques? Alors j'aime la simplicité, j'aime œuvrer dans la douceur, mais aussi dans l'humour. Et j'aime surtout vous accueillir d'une manière bienveillante. J'aime mettre en confiance, avancer au rythme de la personne et la laisser mettre à bord de ce qu'elle souhaite entreprendre dans sa vie. Je dirais également que je propose de vous ouvrir à l'inconnu et la vie s'ouvrira à vous. Audrey, voilà, on a fait le tour. C'est pas très synthétique notre histoire pour un premier podcast. On espère que ça plaira à nos auditeurs. Merci à toi d'avoir été là avec moi pour essayer cette nouvelle technique d'article du blog de l'Office. J'invite les gens à venir te rencontrer, c'est super intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses à apprendre. Et peut-être à bientôt, peut-être cet été pour des séances avec l'Office et les touristes de notre vallée. Avec grand plaisir. Merci Geoffrey pour cette belle matinée de rigolade et d'échange. J'ai adoré tester cette nouvelle formule et puis je te remercie. À très bientôt. À bientôt.